Nous allons parler de l'actualité de ce matin, évidemment, et donc de la situation politique du Front National. Nous sommes en direct, la voici. L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Donc bienvenue, parlons des sujets qui ne sont pas ceux qui concernent directement le Front National, et après nous allons évidemment parler de la situation politique. D'abord dans cette affaire qui défraie la chronique partout en France, est-ce que vous comprenez Marlène Schiappa qui considère qu'il y en a assez d'entendre les circonstances atténuantes données à ce garçon qui a fini par avouer hier? Il s'agit de la situation de cette femme qui est morte. Je suis à peu près systématiquement en désaccord avec Marlène Schiappa, mais exceptionnellement, ça n'est pas le cas. C'est vrai que je vais avoir un propos qui est assez peu politique pour une fois, mais je voudrais d'abord avoir une pensée pour les parents de cette jeune femme qui a été assassinée, qui sont trahis de la pire des façons et qui de surcroît voient aujourd'hui leur fille être traînée dans la boue, accusée de violence alors qu'elle n'est plus là pour se défendre. Deuxième sujet qui est dans l'actualité, c'est l'affaire Darmanin qui nous rapproche de la politique. On voit que du côté des Républicains, les gens sont divisés, puisque hier Guillaume Pelletier, qui est le premier vice-président, disait qu'il n'était pas pour sa démission. Laurent Wauquiez est pour sa démission. Quelle est la position du Front National? La position, c'est que nous combattons M. Darmanin sur un plan politique. Voilà, je pense que de manière générale, il faut laisser la justice faire son travail. Je suis, peut-être est-ce d'ailleurs mon ancienne profession d'avocat, mais toujours très désagréablement surprise par cette tendance à vouloir juger les gens médiatiquement. Il y a une plainte, et bien cette plainte va faire l'objet d'une enquête. La justice va se prononcer, et je pense que jusque-là, il faut laisser la justice faire son travail. Voilà. Moi, je combats M. Darmanin. Sa démission. Je combats M. Darmanin vivement, et en règle générale je demande la démission des gens parce que ils sont tout à fait insuffisants dans les fonctions qu'ils exercent. Par exemple celle de Madame Belloubet, je crois s'impose compte tenu de l'incapacité qu'elle a à comprendre les problématiques posées aujourd'hui par les dysfonctionnements du système pénitentiaire, et pour avoir osé quand même venir apporter comme seule solution la prime à la gifle, quoi. C'est-à-dire que aux gardiens de prison agressés, on leur dit bon écoutez, allez, soyez gentils, on vous donnera une petite prime et puis ça ira mieux. Je trouve que c'est honteux, indigne, totalement décalé par rapport à la problématique qui est posée, qui est une problématique qui touche à l'ensemble de la sécurité de nos compatriotes. Mais oui, je crois qu'il faut qu'elle parte. Enfin, là, clairement, elle n'apporte aucune solution, et de surcroît, les solutions qu'elle apporte sont des solutions qui expriment un véritable mépris à l'égard de tout ce qui touche d'ailleurs à la sécurité, car ce gouvernement est manifestement incapable de s'apercevoir de la situation gravissime d'insécurité dans laquelle est notre pays, et donc nos compatriotes, à y apporter la moindre solution crédible. Tout à l'heure, je le disais avec une certaine violence, Marine Le Pen, mais c'est vrai que beaucoup de vos adversaires politiques, dans les débats de ces derniers jours, dans les émissions de radio, de télévision et même dans la presse ce matin, considèrent que vous êtes mort politiquement. Alors, Laurent Wauquiez n'arrête pas de l'insinuer. Jean-Luc Mélenchon dit qu'il va récupérer vos voix. Emmanuel Macron considère que vous êtes la meilleure chance d'une réélection quand il arrivera au terme de ce mandat. Quelle est la situation de votre point de vue quand vous entendez Marine Le Pen morte? Oui, alors, je veux dire politiquement. Oui, bien sûr, mais je vois bien que ce sont des adeptes de la méthode Coué. Il ne suffit pas de répéter cela pour que ce soit la réalité. C'est une espérance dans leur esprit. Et le fait qu'ils espèrent que ma mort est en réalité, exprime en réalité la crainte qu'ils ont. Car ils savent bien que le Front National a réuni 11 millions de Français il y a quelques mois, au second tour de l'élection présidentielle, que ce socle est un socle considérable, un score que historiquement le Front National n'avait jamais atteint. Mais il s'appuie sur les dernières, il s'appuie notamment sur les dernières partielles, moins 10 dans le territoire de Belfort et moins 5 à Pontoise. Non, ils ne peuvent pas s'appuyer sur des partielles, car on sait très bien que les partielles ne représentent pas la puissance d'un mouvement politique, et surtout lorsque c'est à la suite d'une annulation générale, on rejoue le match en réalité qui a été annulé. Non, ils savent bien, et les différentes études d'opinion le disent. Il y a eu un sondage qui a été refait sur la présidentielle. On faisait même un peu plus à la véritable présidentielle. Il y a eu un sondage pour les européennes où nous sommes 5 points devant les Républicains. Ils savent très bien en réalité que non seulement le Front National a un socle extrêmement solide, mais que de surcroît, il a les capacités d'aller chercher les 15 points qui manquent pour réussir un jour à faire 50% des voix plus une. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu cette refondation que j'ai en réalité démarrée en 2011
c'est presque l'acte final de la refondation du Front National que nous allons mettre en œuvre lors du prochain congrès, qui va nous permettre d'arriver aux européennes avec effectivement dans le cadre d'une forme de bipolarisation à nouveau entre les mondialistes emmenés par Emmanuel Macron et les nationaux emmenés par tous ceux qui voudront d'ailleurs faire une alliance avec le Front National. On va revenir sur justement cet aspect-là. Il y a évidemment la situation de l'euro, il y a le type de traité européen que vous souhaitez, il y a les alliances qui pourraient rejoindre, ou qui souhaitez-vous qui puissent rejoindre le Front National. Mais je reviens sur Laurent Wauquiez, il est quand même très direct. Alors au fond, est-ce que Laurent Wauquiez va absorber l'électorat du Front National, ou est-ce que c'est vous qui allez absorber Laurent Wauquiez? Est-ce que vous avez le sentiment aussi que Laurent Wauquiez, si vous voulez, est un peu dans une situation qui était celle de Nicolas Sarkozy à l'égard de votre père, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie justement de vous détruire? Le problème, c'est qu'il y a une vraie fausseté chez Laurent Wauquiez qu'on ressent. Qui est une fausseté politique, et pour une raison simple, c'est qu'en réalité, il défend aujourd'hui exactement l'inverse de ce qu'il a défendu pendant toute sa carrière politique. Il était le monsieur Europe de Nicolas Sarkozy, le monsieur Europe fédéral de Nicolas Sarkozy. C'est quelqu'un qui expliquait aux Français qu'il fallait qu'ils arrêtent d'être égoïstes simplement parce qu'ils voulaient récupérer leurs frontières et arrêter cette immigration massive. Aujourd'hui, il prend les mêmes mots que le Front National, mais je pense que les Français conçoivent qu'au fond de lui, il s'agit là d'une posture exclusivement électoraliste. Ça ne fonctionne pas, ça. Vous voyez que cette présidence qui vient de naître est déjà un échec? Oui, je crois qu'en réalité, il a gagné une couronne, mais il n'a pas de royaume. D'ailleurs, la preuve en est, tous les jours, des figures importantes du Parti Les Républicains partent, se mettent en retrait. Ce ne sont Bertrand, Bussereau... Tous, mais c'est un nombre considérable. Juppé, qui a d'ores et déjà quasiment annoncé qu'il allait faire la campagne européenne avec Emmanuel Macron. Donc, M. Wauquiez est coincé dans ses propres contradictions, ses contradictions internes déjà, et puis les contradictions internes de son mouvement. Parce que ce clivage mondialiste nationaux, il traverse le parti Les Républicains, et il est en train de le faire éclater en deux. Est-ce que vous êtes remise de ce débat dont on vous parle, reparle, et à chaque fois que vous apparaissez publiquement? Oui, bien sûr. Je m'en suis remis. Vous savez, quand la solidité d'un responsable politique se juge à cela également. Parce que moi, c'est votre compétence qui a été mise en cause, vous le savez très bien. Oui, enfin, de la part d'un certain nombre de journalistes et d'adversaires politiques qui se sont précipités sur cet os, qu'ils ont tellement rongé qu'ils en sont aujourd'hui à la moelle. Mais moi, je suis quelqu'un de solide, et je suis surtout quelqu'un de convaincu. Je ne me bats pas pour moi-même. Je sais que la vie politique est une succession d'obstacles, et d'obstacles difficiles, que l'on peut parfois commettre des erreurs. Mais je pense que les Français vous jugent, encore une fois, sur l'honnêteté de votre démarche, sur la persévérance, sur la conviction, sur le courage aussi, et il en faut pour s'opposer à un système dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a peu de partis de ce système qui partagent les mêmes options politiques que nous. Question concernant justement l'Europe, l'euro, le Frexit. Alors on lit dans les journaux, notamment dans le Figaro ce matin, que vous avez demandé à des professeurs de droit, dans la perspective des européennes, et d'ailleurs c'est piloté par quelqu'un qui est un eurodéputé et qui est professeur de droit au Havre, de constituer un véritable texte qui soit sans ambiguïté sur la politique européenne du Front National, qui serait non plus le Frexit, mais une Europe à la carte. C'est vrai ça ? Oui, moi je pense que l'Europe initiale était une Europe des coopérations. C'est l'Europe d'Airbus, l'Europe d'Ariane. L'idée, c'était que sur un sujet précis, on monte un projet. Les pays qui veulent y participer, y participent. Ceux qui ne veulent pas y participer, parce qu'ils considèrent que c'est contraire à leurs intérêts nationaux et vitaux, peut-être, n'y participent pas. Donc c'est une Europe des souverainetés. Donc on n'est plus dans le Frexit. C'est l'union des nations européennes. Mais on n'est plus dans la fin de l'euro, on n'est plus dans le Frexit. Écoutez, clairement, nous avons proposé une forme de Big Bang institutionnel et les Français nous ont dit nous n'en voulons pas, c'est anxiogène. Nous voulons être souverains, mais nous ne voulons pas le faire dans le cadre d'un référendum qui nous apparaît être une forme de Big Bang institutionnel. Nous leur proposons quoi? Nous leur disons, nous allons retrouver nos souverainetés les unes après les autres, selon un calendrier précis qui commencera par les frontières et qui terminera par la monnaie. Et pour cela, eh bien, nous allons, d'ici les européennes, vous proposer un projet extrêmement clair, vous dire donc comment ça prouve qu'il y avait quand même un problème majeur. Vous dire comment on va le faire. Ça prouve qu'il y avait un problème majeur.
Non, il y a eu, mais les Français ont dit non. À un moment donné, quand les Français disent non, ils disent non. Bon, ils souhaitent être souverains. Ils souhaitent être souverains, mais je pense que nous n'avons pas réussi, encore une fois, à les rassurer sur le fait de pouvoir redevenir libres brutalement. Alors nous allons redevenir libres, encore une fois, de manière séquencée. L'urgence, c'est les frontières. C'est l'arrêt de cette politique migratoire folle qui va non pas s'arrêter, mais s'aggraver avec les mesures prises en Allemagne. Alors que les Français se rendent compte, évidemment, que le nombre de clandestins, notamment, qui sont dans notre pays, en réalité, est camouflé par l'État. C'est le plus grand mensonge d'État, c'est le nombre, le chiffre des clandestins dans notre pays. Question justement sur ce thème. Ce matin, dans le Figaro, Valérie Pécresse s'adresse à Gérard Collomb en disant qu'au fond, il est en train, dans la perspective du débat de mars qui va avoir lieu sur l'immigration, de durcir la loi en France. Mais en même temps, dit Valérie Pécresse, il circule des tarifs qui sont des tarifs, par exemple, qui sont des tarifs préférentiels pour ceux qui sont clandestins dans le pays, alors que ça pourrait être ces clandestins qui sont pris en charge par des bureaux pourraient avoir justement des tickets gratuits. Donc est-ce que vous souhaitez Valérie Pécresse dans cette affaire? Et deuxièmement, quel est le nombre des clandestins? D'abord, pardon, mais moi je me souviens très bien de cette affaire parce que j'étais conseiller régional Île-de-France quand ça a été proposé par les socialistes. C'est la gratuité totale des transports en Île-de-France pour les clandestins. Quand on pense à nos compatriotes qui gagnent le SMIC et qui sont obligés de payer pour eux et pour leurs enfants des sommes qui sont extrêmement lourdes pour leur budget, c'est un véritable scandale. Juste une chose que Mme Pécresse oublie, c'est qu'à l'époque, l'UMP l'avait voté. Ils avaient voté avec les socialistes pour permettre aux clandestins de circuler gratuitement. Il faut que le gouvernement clarifie cette situation et la mairie. Enfin. Mais c'est une honte. C'est une honte. Enfin, écoutez, quand on parle de préférence étrangère, on nous tape dessus. Mais là, c'est non seulement une préférence étrangère, mais c'est une préférence donnée à l'illégalité par rapport à nos compatriotes qui travaillent, qui respectent la loi. On est dans une inversion des valeurs qui est assez traditionnelle depuis un certain nombre d'années et qui ne change pas. On le voit bien. Tout à l'heure, vous avez parlé justement du nombre considérable d'immigrés clandestins en France en vous insurgeant. Mais est-ce que vous pouvez donner un chiffre? Parce que écoutez, c'est simple, les associations le disent eux-mêmes. Tiens, prenons juste cet exemple-là de la gratuité. Il y a 115 000 clandestins qui bénéficient de cette mesure. J'imagine que l'intégralité des clandestins d'Île-de-France ne sont pas venus pour chercher leur titre de transport. Une grande majorité d'entre eux ne prennent même pas la peine de cela. D'ailleurs, ils ne payent pas et ils rentrent dans les transports. Alors, faites vous-même une évaluation de ce que ça peut représenter au niveau national. Voilà. Donc, il faut que le gouvernement, s'il veut démontrer qu'il a un minimum de sincérité dans la gestion, ce que je ne crois pas, s'attache à véritablement nous dire combien il y a de clandestins dans notre pays. Il y a moyen de le savoir. Il y a moyen de le savoir. C'est ce que vous demandez ce matin, Gérard Collomb. Mais c'est évident, parce qu'encore une fois, on minimise ces chiffres depuis des années parce qu'on refuse de régler le problème de l'immigration clandestine d'abord et de l'immigration légale d'autre part. Dernier point, Marine Le Pen. Et puis, pardon, les actes de fermeté qu'annonce M. Collomb, c'est une vaste blague. Voilà. Dernier point, un sondage est intervenu dans ces dernières heures qui montre un recul d'Emmanuel Macron et du Premier ministre, moins 5 points pour Emmanuel Macron et moins 7 points pour son Premier ministre. Tout à l'heure, on parlait du pain noir que vous auriez mangé. Est-ce que vous avez l'impression que Emmanuel Macron lui a mangé son pain blanc et que l'éclat de grâce est terminé? Oui, je crois qu'il faut être prudent dans les analyses de sondage. Ce qui est sûr, c'est que les Français commencent à prendre conscience dans leur vie quotidienne des décisions qui ont été prises par Emmanuel Macron et de la société qu'il est en train de dessiner, qui est une société qui aide les plus aisés et qui en réalité tape rudement sur les classes moyennes et les classes populaires. Augmentation du prix de l'essence, augmentation du prix du diesel, augmentation du forfait hospitalier, augmentation des péages, augmentation des assurances. Les augmentations sont absolument partout et donc les mesures qui ont été prises pour soi-disant redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes et aux classes populaires, en réalité, n'arrivent même pas à la hauteur des nouveaux efforts qui leur sont demandés à raison de cette multiplication des augmentations de taxes. Et je ne parle même pas de la CSG, qui évidemment va très durement frapper, elle aussi, et notamment les retraités qui vont être obligés de la payer. Une augmentation de 20% quand même, c'est pas rien. Merci beaucoup. 8h31, nous étions en direct.